Direction le sud de la France et le Périgord, une terre où les châteaux sont fiers. Bâtis entre les 15e et 17e siècles sur un éperon rocheux à l'emplacement d'une ancienne forteresse, le château de Jumillac est digne d'un conte de fées. Nous vous emmenons à présent à la rencontre de son propriétaire, Henri de la Tour du Pin. Il voue une passion débordante à la demeure de ses ancêtres, de l'escalier monumental à la cheminée en bois sculptée, en passant par la Tour du Guet à 25 mètres de hauteur et par les jardins à la française. Henri nous fait partager son amour pour ce château enchanteur. C'est une terre du sud-ouest où s'égrènent les cités médiévales. Le Périgord. À Jumillac, apparaît sur un éperon rocheux un château qui raconte 5 siècles d'histoire, dans une ambiance de conte de fées. Ah, ce château, il est vraiment magique. Il change d'allure à chaque fois qu'il y a un rayon de soleil. C'est impressionnant. Je pourrais le prendre en photo tout le temps, en fait. Je n'arrête pas de le contempler parce que je ne sais pas si ça a été fait exprès, mais il parle tout seul, il s'exprime. Maintenant, à nous d'être attentifs et d'écouter. Bâti entre les 15e et 17e siècles, à l'emplacement d'une ancienne forteresse, le château entoure une cour d'honneur en forme de trapèze. Jumillac est assez étonnant parce que justement, il va du XIIe siècle en tant que château jusqu'au XVIIe. Alors on aperçoit du XIIe ce qui reste d'un premier pan de mur d'une tour qui va être attaquée par Richard Cœur de Lion. Et puis après quoi, les siècles se déclinent. On a à gauche du balcon un premier corps de logis du XIIIe, mais au milieu du bâtiment, on voit apparaître en fait une cage d'escalier Renaissance, une tour ronde du Moyen-Âge, et puis complètement à l'opposé, on a encore un bâtiment, un corps de logis qui date de la fin du XIVe, début du XVe, c'est-à-dire la période des guerres de 100 ans. Géologue et informaticien, Henri voue une passion débordante à la demeure enchanteresse de ses ancêtres. Et pour entretenir les 7 hectares du parc, il est aidé par Liam, un Irlandais tombé amoureux de la région. On ne peut pas rêver d'une plus jolie vue et d'un aussi bel endroit pour travailler. Regardez ça. C'est superbe. C'est fascinant, c'est rempli de mystères. Et tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. Aménagé en jardin à la française et organisé autour d'un bassin central, le parc respecte les principes de Le Nôtre, le jardinier de Versailles. La pièce maîtresse est cette roseraie. C'est magnifique, surtout avec les roses. Je n'arrive pas à croire à quel point elles sont belles cette année. Il y a tellement de parfums différents. Si je pouvais les mettre dans un flacon, ça pourrait même donner du Coco Chanel. Les jardins français sont splendides. J'ai l'impression que tous les Français adorent avoir des fleurs. Et tout le monde apprécie les fleurs en France. À l'intérieur, le château dévoile des aménagements grandioses autour d'un escalier monumental. La forme des balustres, le mouvement de l'escalier, le volume qu'il prend sont tout à fait les équivalents de l'escalier de la Reine à Versailles. Ici, on trouve le moyen d'utiliser le calcaire clair de Périgueux pour que même toutes les portes du rez-de-chaussée fermées, la lumière qui vient des fenêtres du premier étage arrive droit au cœur de l'escalier. Dans les 50 pièces, le mobilier est de style Renaissance et Louis XIII. Le grand salon lambrissé est décoré d'une rarissime cheminée aux armes de Jumillac, en bois sculpté. Elle témoigne d'une mode qui n'a duré que 10 ans. Les toits s'élancent vers le ciel.
ornées de faîtières allégoriques en plomb. Henri aime les contempler depuis la tour de guet, à 25 mètres de hauteur. Ces toits, ils ont une exubérance extraordinaire parce qu'ils sont comme hérissés sur le château, mais c'est surtout une alternance de cônes et de pyramides, ce qui donne à l'ensemble en fait une stabilité, pour ne pas dire une symétrie. Au premier plan, on a la justice, on voit très bien la croix et puis surtout la balance qu'on ne voit pas d'en bas. Et beaucoup plus près de nous, on a cet ange debout qui tient en fait un livre ouvert sur son bas-ventre et qui symbolise la loi. Il y a quand même une chose étonnante, c'est qu'on est au milieu de nulle part. On est en plein air, au-dessus des toits, et si on regarde à l'horizontale, pour ainsi dire, on pourrait ne pas les voir. Pour quelqu'un qui aurait un côté très poétique, il a de quoi avoir une inspiration ici. Pour la première fois, lors de son adresse annuelle à la nation en août dernier, le président zimbabwéen Robert Mugabe a appelé les pays occidentaux à aider son pays. L'économie continue de s'effondrer. Le ministre des Finances, Patrick Chinamaza, a annoncé des prévisions de croissance revues à la baisse de 3,2 à 1,5 %. Les responsables de la Banque centrale tentent depuis quelques mois de reprendre le dialogue avec les institutions internationales. Il leur faut honorer la dette avant la fin du mois. Le pays est en crise, l'injection de nouveaux fonds est cruciale. Les ministres font beaucoup d'efforts pour attirer les investisseurs étrangers à Harare. Le reportage de Caroline Dumais et Stéphane Karsten. Dans la zone industrielle d'Harare, la capitale du Zimbabwe, un nouveau projet voit le jour. 80 millions de dollars ont été investis par une société sud-africaine pour construire une usine de ciment. Eh bien, pour l'inaugurer, un ministre s'est déplacé. Les investisseurs sont rares ces derniers temps au Zimbabwe. Les autorités encouragent la moindre initiative. Il y avait une réunion du Politburo aujourd'hui. Et on nous a dit que tout le monde devait y aller, sans exception. Eh bien, tout le monde y est, sauf moi, parce que j'ai pensé qu'il était plus important d'être ici. Le gouvernement a récemment organisé un séminaire d'investissement dans la capitale. Depuis que les lois d'indigénisation obligent toute compagnie à s'associer avec un partenaire local majoritaire, les sociétés étrangères sont bien réticentes à s'installer au pays de Robert Mugabe. Mais le ministre se veut rassurant. Certes, le climat des affaires peut être affecté par la politique, mais ceux qui connaissent ce pays savent que dans l'ensemble de cette sous-région, le Zimbabwe est le pays le plus stable d'entre tous. C'est un pays bien plus stable que la plupart des autres pays d'Afrique. Robert Mugabe dirige le pays d'une main de fer depuis 1987. Et si le doyen des présidents africains a 91 ans, sa jeune femme de 40 ans, sa cadette, s'assure que le héros de l'indépendance ne quitte jamais le devant de la scène. Nous autres discutons toujours nos problèmes de manière pacifique. De même que nos querelles devraient toujours être réglées d'une manière qui permette d'atteindre un accord. Malgré l'unité affichée, le parti au pouvoir, le ZANU-PF, n'a jamais été aussi divisé. Le clan Mugabe s'est récemment débarrassé de tous les éléments qui le critiquaient, mais l'entrée en politique de la première dame du pays est loin de plaire à tout le monde. Une première dame n'est pas là pour avoir un rôle public. Son rôle est de s'occuper de son mari, d'en prendre soin, de tisser des liens avec les autres premières dames de la communauté de développement d'Afrique australe, du reste de l'Afrique, d'Europe. Mais non, notre première dame semble plus intéressée par la politique et certains d'entre nous pensons que là n'est pas sa place. C'est à cause de son franc-parler que cet ancien ministre des services secrets a été expulsé du parti. Il était pourtant l'un des plus vieux camarades de lutte du président Mugabe. Avec les autres victimes des purges, il envisage de créer bientôt un parti d'opposition.
En fin de compte, voici les problèmes qui sont posés. Il y a celui de la gouvernance, il y a celui de la cupidité, et enfin, il y a ce manque de préoccupation vis-à-vis des besoins du peuple, les personnes dont vous êtes censés prendre soin. La situation est tendue. À Harare, près de 20 000 personnes ont été licenciées ces dernières semaines. Avec 80% de chômage, le secteur informel est pour beaucoup la seule planche de salut. Dans cette société qui travaille avec la Banque centrale, on fait tout pour ramener au pays l'argent de la diaspora. L'économie zimbabwéenne a une taille importante. Pourtant, il n'y a pas assez de liquidités dans le pays pour faire tourner convenablement cette économie. C'est pourquoi elle dépend désormais des investissements directs venus de l'étranger. Le gouvernement en est conscient. Il a demandé à ses avocats de réviser certaines lois pour rassurer les investisseurs. L'expropriation des terres des fermiers blancs a laissé un bien mauvais souvenir dans la mémoire des hommes d'affaires. Nous étions confrontés à des circonstances exceptionnelles. C'était la révolution et malheureusement il a fallu des méthodes révolutionnaires pour changer les choses. Il fallait le faire. Cela dit, je pense que ce fut le seul moment où la loi n'a pas été respectée. Le pays ne s'est jamais remis de la réforme agraire. Voilà l'un des rares fermiers blancs à encore opérer au Zimbabwe, mais il loue désormais ses terres. La gestion au jour le jour de ses affaires n'est pas facile. Depuis 2002, j'ai dû changer de ferme 6 fois. Imaginez, vous travaillez dans une ferme et puis on vous dit qu'il faut partir et ainsi de suite. Désormais, il est difficile de trouver de bonnes fermes pour l'élevage. Les nouveaux propriétaires terriens sont sans le sou. Ils possèdent la terre, mais n'ont pas les moyens d'acheter des animaux et de les élever. Aujourd'hui, au Zimbabwe, il y a moins d'emplois qu'il y a 50 ans. L'ancien grenier de l'Afrique traverse dans l'indifférence générale l'une des plus grandes crises de son histoire. Conséquence de la crise, les pannes de courant déjà régulières vont encore s'aggraver au Zimbabwe à cause des déficits de production d'électricité, de la diminution des importations et des pannes dans les grandes stations de production du pays. Au cours des derniers jours, la plupart des villes du pays ont connu des coupures de courant pouvant parfois durer jusqu'à 24 heures. Et ces pannes représentent une aubaine pour des commerçants dont les ventes de gaz, de pétrole liquéfié, de paraffine et de générateurs s'envolent. Mais elles ont tout de même de graves conséquences pour l'industrie manufacturière du pays qui tourne déjà au ralenti dans une économie en crise. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci.